Bonjour à tous, alors aujourd'hui un sujet que j'espère passionnant et vous allez apprendre plein de trucs. Quelle est la différence entre un porte-avions à catapulte et un autre à tremplin, tous deux avec brin d'arrêt? Petit point rapide pour ceux qui ont zéro connaissance en termes de porte-avions. Envoyer et récupérer des avions depuis des bateaux est une idée bien débile, tant c'est compliqué. À moins de faire des bateaux de 1200 mètres de long, on ne peut pas faire décoller et atterrir des avions sans quelques astuces. Pour la petite anecdote, c'est un de mes plus vieux souvenirs. Vous en fichez certainement complètement, mais moi, c'est ce qui a déclenché ma passion pour les avions. Je devais avoir 5 ou 6 ans, je me souviens pas trop. Et à l'époque, j'adorais les bateaux. J'avais des marins pêcheurs dans la famille, et j'ai grandi à Saint-Jean-de-Luz. J'ai appris à dessiner sur une place où 40 ans après, il y a toujours autant de peintres. Et j'ai appris à dessiner des bateaux. Et donc, on m'offrait des livres de bateaux. Et plus c'était gros, plus j'aimais ça. Et un jour, je tombe sur des porte-avions. Et je me souviens de cette réflexion. Quoi ? On peut faire décoller des avions depuis un bateau ? Et voilà, j'ai mis le doigt et puis toute la main est partie. J'aime toujours les bateaux d'ailleurs, mais je m'y connais un peu moins bien. Alors peut-être un jour je vais dériver sur le sujet. Et si ça vous intéresse, à vous les bateaux, dites-moi, j'aimerais bien savoir. Et les militaires, ils y pensent depuis le tout début de l'aéronautique, de faire décoller des avions depuis des bateaux. Ils ont d'abord déployé des avions sur des croiseurs, puis commencé à adapter des ponts-plats au-dessus des tourelles pour les lancer. Le porte-avions, l'objet représentant le summum de la puissance navale, s'est imposé très peu de temps après son apparition, pendant la Seconde Guerre mondiale, principalement dans la guerre du Pacifique, détrônant au passage le croiseur. Si à l'époque on utilisait déjà des câbles, appelés brins d'arrêt, pour arrêter les avions, ceux-ci arrivaient relativement lentement. Les catapultes, ça existait bien avant, mais la faible vitesse de décollage n'a pas nécessité que les porte-avions de la Seconde Guerre mondiale en disposent. La première catapulte est donc très ancienne, puisque le premier avion, celui des frères Wright, en disposait déjà. Contre-intuitivement, le tremplin, dispositif pourtant bien plus simple, est arrivé très tard dans l'histoire. Pour que la vidéo ne fasse pas 12 heures, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire des porte-avions, mais je vais rester fixé sur l'objectif de répondre à une question simple. Le sujet de la vidéo aujourd'hui a d'ailleurs été suggéré par STTMW, merci d'avoir des pseudos plus simples, un auditeur qui a posé la question suivante. Le Rafale sur porte-avions indien sans catapulte m'interpelle. Efficient ? Transposable pour les navires français ? À la base, j'avais demandé des idées de sujets rapides à développer. Et comme vous allez le voir, je suis parti en dérapage incontrôlé. Vous avez d'ailleurs été plusieurs à me rappeler que mes dernières vidéos sont un poil courtes. Alors, c'est reparti pour une vidéo plus longue. On va commencer par un brin d'histoire, donc. La catapulte à vapeur a été inventée par les Britanniques, comme tout le reste d'ailleurs. C'est dingue de se dire que les Britanniques ont quasiment tout inventé en termes d'aéronaval, et pourtant, en aéronaval, ils n'ont fait que des mauvais choix. Allez, j'exagère pas, la catapulte à vapeur c'est eux, le pont oblique c'est eux, bien pratique pour que les avions puissent repartir sans s'emplafonner sur ceux qui sont parqués juste devant. C'est eux aussi, ainsi que le miroir d'appontage, toujours utilisé de nos jours avec la célèbre anecdote de sa création, la preuve de concept ayant été validée avec un miroir, non pas d'appontage, mais le miroir de poche de la secrétaire de Nicolas Goodhart, son concepteur, ainsi que son rouge à lèvres. Ah, la secrétaire, le rouge à lèvres, pas Nicolas. Anecdote amusante, mais c'est pas le sujet, on se concentre. Et c'est aussi eux qui ont inventé le tremplin dans les années 70. Et oui, une idée toute simple qui est arrivée bien plus tard. Et là, il faut un brin de contexte. La catapulte, je pense que vous avez tous saisi l'idée. On met un chariot sous le pont de l'avion, on accroche l'avion dessus, d'une façon ou d'une autre, avec des câbles ou directement via une barre dans le train avant. Le chariot tire l'avion grâce à la force des pistons mus par de la vapeur ou un rail électromagnétique. Le but, donner à l'avion assez de vitesse pour lui économiser une course de plusieurs centaines de mètres. Le pilote se prend un gros coup de pied au derrière et se voit propulsé de 0 à environ 200 à 250 km/h en un claquement de doigts. J'ai envie de vous donner plein d'autres détails, mais je reste à un niveau basique pour le moment. Donc les Anglais, là, ils ont inventé la catapulte et ils se sont dit « ça marche bien, Ouais.
mais ça force à faire un navire très gros. Et j'expliquerai plus tard pourquoi un porte-avions à catapulte nécessite de faire un gros bateau. Mais on peut faire aussi un gros bateau avec un tremplin, ça n'empêche pas. Donc les Britanniques, ils se sont dit, dites, les avions c'est chouette, mais il faut d'un côté des grosses catapultes pour les envoyer dans les airs depuis la mer, et puis depuis le sol, on doit aussi faire des grandes pistes, facilement attaquables par les soviétiques. Alors pourquoi on ne ferait pas un avion à décollage court ? Et c'est là que le Harrier est arrivé. Un avion extraordinaire au passage, capable de décoller verticalement, mais dans la pratique c'est un STOVL pour Short Takeoff and Vertical Landing, ou décollage court et atterrissage vertical. Sur le papier c'est chouette, mais ton avion il a deux contraintes. Toujours valable aujourd'hui, faut un rapport poussée-masse de malade mental. Et ça force en plus à avoir un avion monomoteur. Enfin, on peut y mettre plusieurs moteurs, il y en a qui l'ont fait, mais c'est compliqué. Mais restons focus. Donc les Anglais, il faudrait dire les Britanniques, mais on aime bien se foutre de la tronche des Anglais, allez savoir pourquoi, on a moins de problèmes d'animosité avec les Gallois et les Écossais. Donc les Anglais sont passés d'une aéronavale équipée d'avions bien badass comme les F4 Phantom à des Harrier. Ok, c'est un avantage, les bateaux sont moins gros, moins chers, on peut théoriquement en avoir plus, mais la guerre des Falklands, ou des Malouines, c'est selon, a bien montré aux Britanniques que parfois certains choix ne sont pas très éclairés. Parce qu'un Harrier face à un F4, les capacités de combat offertes au niveau technique ne sont pas du tout les mêmes. Mais je m'égare encore. Faut savoir que les Harrier s'est lancé en mode décollage court et prenaient un peu d'élan par eux-mêmes. Et c'est là qu'un autre ingénieur a une idée brillante. En 1973, le lieutenant-commandeur Doug Taylor, Mike Taylor is rich. Le lieutenant-commandeur Doug Taylor de la Royal Navy rédige une thèse osée. Il démontre mathématiquement qu'en inclinant la fin de course de décollage, on peut augmenter considérablement la charge utile d'un avion en décollage court. En 1977, un tremplin d'essai est construit sur la base de la Royal Air Force à Bedford. Les tests sont effectués avec un prototype de Harrier. Les résultats dépassent les attentes. Le tremplin permet au Harrier de décoller avec environ 30% de charge utile supplémentaire sur une distance beaucoup plus courte. L'intérêt premier du tremplin est donc de permettre à des avions à décollage court de décoller avec plus de charge utile. Mais alors, comment on en est arrivé à faire décoller des avions à décollage long sur des tremplins ? La réponse est à chercher du côté de l'Union soviétique. Eux, ils ont une idée de l'aéronavale complètement différente de celle développée en Occident. Au sein de l'OTAN, l'aéronavale, ça sert à envoyer des vagues d'avions d'attaque pour faire tout le panel des missions demandées aux avions qui sont aussi lancés depuis la Terre. Alors que pour les Russes, la doctrine est très différente. Ils n'ont d'ailleurs pas à proprement parler de porte-avions, mais de croiseurs porte-aéronefs. Oui, de croiseurs. Le but des Soviétiques est en effet de protéger leur mer pour que leurs sous-marins puissent patrouiller en paix, et le groupe aéronaval soviétique se concentre sur la protection du ciel. Les croiseurs porte-aéronefs, bien qu'assez gros, ont donc une capacité aéronautique relativement limitée. Par contre, ils ont des énormes missiles anti-navires, P-700 Granit, de 7 tonnes de lancement, capables d'emporter une charge de 750 kg à, en fonction de l'altitude, entre 200 et jusqu'à 600 km de distance. Et la charge de 750 kg, elle pouvait être thermonucléaire. Ah, on rigolait moyen chez les soviétiques. Missiles stockés sous le pont d'envol. Là, par exemple, on voit des silos. Et là, la taille du missile. C'est pas négligeable. Donc les Russes, ils n'ont pas besoin de lancer des avions à pleine charge. Bien qu'ils se soient aussi essayés aux avions en décollage court et atterrissage vertical, des ZCAV, je ne sais même pas si cet acronyme existe, mais j'innove, parce que STOVL, c'est quand même moche, et puis c'est en anglais, quoi. Ils ont quand même embarqué sur leur croisière aéronef des avions de combat parmi les plus gros en service avec le Su-27K, devenu le Su-33. Un monstre cet avion. Déjà 2 mètres plus long que le F-14, qui est déjà pas un petit avion.
Mais comme il ne sera chargé que de faire des missions d'interception et de supériorité aérienne, il n'emporte que des missiles air-air. Donc un tremplin suffit. Autre chose, pour des missions de défense aérienne, on n'a pas non plus la nécessité d'envoyer beaucoup d'avions en l'air, ni d'en stocker beaucoup. Donc pour toutes ces raisons, un tremplin leur suffit. Maintenant qu'on a posé le contexte, reposons la question, mais en soulignant un paramètre important. Le Rafale est un avion omnirôle, donc aussi bien capable de faire des missions air-air que des missions air-sol ou air-mer. Donc pour un avion donné, quel intérêt d'avoir un tremplin plutôt que des catapultes? Et surtout, si on pousse un peu loin la réflexion, est-ce que la France aurait un intérêt à avoir un simple porte-avions à tremplin plutôt qu'un catapulte? Vous allez voir, c'est super intéressant de creuser les différences. Et on va creuser cette question en deux temps. Premièrement, qu'est-ce que ça implique en termes de conception des navires? Et ensuite, qu'est-ce que ça permet en termes opérationnels? Je vous le disais précédemment, avec des catapultes, on est obligé d'avoir des gros bateaux. Il y a une limite en dessous de laquelle on ne peut pas descendre en termes de tonnage. Et les champions des petits porte-avions à catapultes, ce sont les Français. Sur la génération des porte-avions Foch et Clemenceau de 32 000 tonnes à pleine charge, on avait un dérivé de catapultes britanniques qui ne faisait que 50 mètres de long. Et sur le Charles de Gaulle, qui passe à 42 000 tonnes à pleine charge, elles sont dérivées de catapultes à vapeur américaines qui font 75 mètres de long. Plus c'est long, plus c'est bon. Et sur le PANG, porte-avions nouvelle génération, on va passer à des catapultes de 90 mètres pour un navire qui va faire dans les 80 000 tonnes. Vous remarquez, plus le porte-avions est lourd, plus la catapulte est longue. Ou à moins que plus la catapulte est longue et plus le porte-avions est gros. On va commencer par parler de catapultes traditionnelles, à vapeur, qui équipent aujourd'hui la majorité des porte-avions. Il faut savoir que mettre une catapulte sur un porte-avions, c'est pas rien. Il faut compter environ 500 tonnes par catapulte. Sur un porte-avions géant américain, c'est 2000 tonnes. Mais si on ajoute tous les fluides, on peut quasiment doubler le chiffre. Une catapulte, c'est un énorme piston en métal avec plein de tuyauteries. Ce sont des réservoirs de vapeur, et la tuyauterie, c'est pas du PVC qu'on va trouver chez Casto. Ça doit prendre dans les 70 bars de vapeur sous pression à 280 degrés Celsius. Donc des tuyaux de 50 cm de diamètre jusqu'à 4 cm d'épaisseur d'acier, plus de l'isolation pour ne pas transformer le bateau en four, plus des fixations spécifiques pour absorber les vibrations, car c'est un monstre qui hurle. Imaginez deux pistons jumelés qui vont tirer une charge de jusqu'à 30 tonnes en 2,5 secondes environ. La quantité d'énergie qu'il faut libérer est phénoménale. Donc la tuyauterie, qui doit faire dans les 300 à 500 kg par mètre, facile, j'ai pas de chiffre exact, on est à environ 60 tonnes de tuyauterie et seulement par catapulte. C'est énorme. Pourquoi je disais également qu'avec les fluides, il faut doubler la masse? Car en plus de la vapeur contenue dans les énormes réservoirs, il faut aussi une grosse masse d'eau en bout de catapulte pour freiner les pistons, de l'ordre de 4000 litres pour une catapulte. Mais il faut aussi un réservoir tampon, ainsi qu'un système de refroidissement. Donc voilà, les tonnes s'ajoutent. Donc sur un gros porte-avions équipé de catapultes à vapeur, mis bout à bout, on a quelques milliers de tonnes et des milliers de mètres cubes de volume occupés par la catapulte. C'est pas rien. Mais il y a deux autres contraintes. Premièrement, cette masse est située sur les hauts de la coque. Or, il faut que le navire soit stable. Donc pour ajouter de la masse là-haut, il faut en mettre encore plus en bas, ce qui implique encore une coque plus massive. L'autre contrainte, elle est mécanique, le hogging et le sagging. Quoi? Ne me regardez pas comme ça, j'ai découvert ces termes en faisant des recherches moi-même. Je me suis dit que ça serait cool de pouvoir les replacer dans un dîner aux chandelles avec une conquête pour briller un petit peu. Mais voilà, ça fait 10 ans que je suis marié, donc j'ai pas d'autre conquête que celle de mon chat. Tu sais pas ce que c'est que le hogging et le sagging, toi, Oh, arrête de te lécher le cul quand je te parle. Au passage, vous savez pourquoi les chats se lèchent les testicules? Non, parce que je me suis renseigné, parce qu'il arrête pas de faire ça, lui. Alors, la réponse est parce qu'ils le peuvent. C'est donc un phénomène de torsion sur des navires de grande taille. Lorsqu'il y a des vagues, si les creux sont importants, il y a une déformation. C'est calculable, il y a des marges, et c'est impressionnant sur les gros bateaux. Ça, c'est une vidéo qui commence à dater, mais qui montre bien le principe. Ça a été filmé dans une coursive qui fait toute la longueur d'un gros porte-conteneur durant une tempête. On voit littéralement tout le navire bouger au rythme des vagues. Bon si tout est maîtrisé, quel est le problème alors? J'y viens Jean-Luc. Rappelez-vous qu'on parle de catapulte, un piston qui doit filer dans un cylindre à plus de 200 km/h, comme papa dans maman un jour de fête. Et il faut vraiment pas que ça se mette à bouger comme ça. Ça fonctionne à la vapeur le truc. Il y a forcément des joints, mais il faut pas pousser.
Alors, pour pas que ça bouge, la structure même qui soutient la catapulte est renforcée. Je n'ai pas réussi à avoir une idée de la surmasse que cela représente. Là aussi je suis chiant, hein, mais je lutte contre le fait de dire poids et surpoids. Quand on veut être précis, on parle de masse. Bon, même si dans le contexte c'est un peu la même chose. Bref. Donc, mettre des catapultes, ce n'est pas rien. C'est la principale raison pour laquelle, quand on met des catapultes, faut un gros bateau. T'as pas le choix. Avec les catapultes électromagnétiques, on a quand même pas mal de contraintes qui sautent. Alors les contraintes mécaniques, ça change pas. Par contre, c'est environ 25% moins volumineux, mais surtout, on a tout un tas d'équipements qui aident à générer de la puissance, mais qui sont très lourds, comme les accumulateurs et les volants d'inertie, qui peuvent être placés dans les bas du navire. Pour ce qui est de l'équilibrage, mettre les masses en bas, ça stabilise le navire au lieu de contribuer à son instabilité. C'est quand même vachement mieux. Bon, ça reste quand même lourd, mais sur un système à 4 catapultes, on peut bien gratter 1000 à 1500 tonnes. Et 1000 tonnes, c'est la masse de 90 rafales. Pour comparaison. Alors forcément, à côté, un tremplin, c'est beaucoup plus simple. Oui, il y a la structure du tremplin en elle-même, mais c'est incomparablement plus léger. Puis surtout, on y gagne beaucoup en termes de volume. Et on n'a pas toute une machinerie sous le pont. Mais, et oui, il y a toujours un mais, vous vous imaginez bien que si les ingénieurs navaux, se cassent la tête à faire entrer des catapultes qui font la masse d'un gros navire de guerre dans un porte-avions, c'est pas juste pour la beauté de l'exercice. Pour gagner du temps, dans le reste de la vidéo, je vais nommer les types de navires par leurs acronymes. CATOBAR pour Catapult Assisted Takeoff but Arrested Recovery, en français, décollage assisté par catapulte mais récupération par brin d'arrêt. Et STOBAR pour Short Takeoff but Arrested Recovery, en français, décollage court, via un tremplin ou non, mais récupération par brin d'arrêt. Quand on envoie une bordée d'avion sur un PA CATOBAR, voici ce que ça donne. Thanks, man. Yeah. 403 airborne. 403 airborne. All right. Thanks, man. Have a good one. 400 airborne. 400 airborne. We're good. 107 airborne. 105. Et quand on fait la même chose sur un STOBAR, voici à quoi ça ressemble. D'après vous, quel est le système le plus efficace et pourquoi? Je laisse quelques images, sans rien dire, et je vous laisse commenter. Et allez voir les commentaires des autres, mettez des pouces, débattez entre vous, faites connaissance, n'hésitez pas à aller aborder votre prochain, qui sait, ça va peut-être catapulter votre vie sociale, donner un tremplin à votre carrière avec un peu de chance. Bon, alors évidemment, le premier truc qui saute aux yeux, c'est que pour des avions qui décollent d'un STOBAR, vous devez tout déplacer sur le pont. Il faut qu'il n'y ait rien au milieu, donc une grosse surface de pont est immobilisée le temps qu'un avion parte. Et on ne peut pas en mettre une quinzaine en attente, derrière prêt à partir. Le rythme des sorties est donc forcément impacté. Sur un CATOBAR de la classe Nimitz, on estime qu'on peut faire partir en moyenne un avion toutes les 20 à 45 secondes, alors que pour un STOBAR de la classe Kuznetsov ou Vikramaditya, l'équivalent indien, c'est un avion toutes les 2 à 4 minutes. Ça ne peut pas paraître flagrant comme ça, mais sur un tempo opérationnel relativement normal, on peut gérer assez facilement 120 sorties par jour sur un CATOBAR, là où on se limite à 50 sorties par jour sur un STOBAR. Et encore, en mode surge, on peut doubler le nombre de sorties quotidiennes sur un CATOBAR, là où on sera toujours limité par la gestion du pont d'envol sur un STOBAR. Et c'est pas un détail, la gestion du pont d'envol, c'est vraiment toute une science. On voit souvent les chiens jaunes avec des maquettes. Ils font pas joujou, ils s'organisent le travail. Comment je bouge les avions, sachant que ces 4-là doivent partir d'abord, suivis des 3 autres là? Oui, mais aussi ceux qui sont derrière. Attention, moi, il faut que j'arme mes avions en air-sol, et j'ai besoin d'un accès privilégié à l'ascenseur munitions. Ou alors toi, tu places les tiens ici, pendant que toi, tu mets les tiens là-bas. Et quand ceux-là sont partis, on peut faire monter ceux-là. Et même bordel quand ils reviennent. Si vous avez un mariage à organiser et que vous galérez sur le plan de table, vous emmerdez pas. Appelez un chien jaune. Je vous le dis, ils vous font ça les doigts dans le nez. Et je déconne pas. Bon, voilà, il n'y a pas débat, un CATOBAR, c'est vachement mieux qu'un STOBAR. Mais tout dépend de ce que vous voulez en faire.
Déjà, vous pouvez avoir un petit stobar, là où vous êtes obligé d'avoir un gros catobar. Quel est l'intérêt d'avoir un petit stobar? Eh bien, d'avoir un stobar. Bah oui, parce que ça diminue quand même la facture de beaucoup. Peut-être qu'il est légitime de penser qu'il vaut mieux avoir 2 stobars plutôt qu'un seul catobar. Comme il peut être légitime de penser qu'il vaut mieux l'inverse. En fonction du contexte, les priorités peuvent être différentes. Pour l'Inde, par exemple, ils ont acquis un ancien navire soviétique, et les soviétiques ne faisaient pas de catapultes. Le débat est donc clos. Idem pour les Chinois, mais ces 2 pays ont décidé de passer au catobar. Les Chinois ont déjà conçu leur catapulte électromagnétique. Ils ont d'ailleurs conçu les 2 types de catapultes en même temps, vapeur et électromagnétique, au cas où l'une des deux ne fonctionnerait pas bien. Il faut être quand même sacrément motivé pour développer 2 trucs en même temps, sachant qu'un des deux finira forcément à la benne. Et les Indiens, ils rêvent d'en avoir, mais on ne sait pas trop comment encore. Et les Espagnols alors? Et les Italiens? Et les Anglais? Et les Japonais? Bah oui, ils ont bien des pompes-là, et même parfois des tremplins, mais ce ne sont pas des stobars, puisqu'ils n'ont pas de brin d'arrêt, ce sont techniquement des STOVL. Mais on a une désignation non officielle, pour s'en rappeler, des porte-aéronefs. Punaise, le chat est devenu complètement timbré. Il est en train de chasser une mouche, on dirait un Iranien qui a vu un avion américain. Donc, pour utiliser ces navires, il faut nécessairement des avions capables de décoller court et surtout d'atterrir verticalement. Ce qui n'est pas sans poser de nouvelles limitations et avantages. Des limitations, c'est que comme pour les stobars, on oublie les avions un peu trop gros de type Hawkeye. Les Anglais, ils ont un Merlin radar, mais le truc, il est quand même vachement ultra limité. Si les stobars peuvent théoriquement embarquer des avions plus lourds et plus performants, avec quelques limites de charge, les porte-aéronefs, eux, sont limités à des avions avec encore plein de restrictions. Clairement, aujourd'hui, en dehors du Harrier en fin de vie et du F-35B, c'est pas terrible, quoi. Je pourrais encore détailler, mais on sort du sujet. Donc là, on a comparé... Ah, le chat Mettez-moi. Donc là, on a comparé des configurations différentes de porte-avions entre eux. Mais si on prend un avion conçu pour opérer comme un catobar, comme le Rafale ou même le Super Hornet, auquel il fut opposé en Inde, et qu'on les met tous les deux sur un porte-avions ou un autre, ça donne quoi? Eh bien, ça donne une aéronavale qui peut lancer moins d'avions, moins rapidement et un peu moins chargé. Dans les faits, les avions ne décollent pas tout le temps à pleine charge. De plus, les avions ont désormais standardisé des rapports poussés sur masse assez importants. Donc la quantité de charge qu'ils peuvent emporter dépend moins d'une question de configuration que d'une question de marge de sécurité, notamment en cas de panne moteur au moment précis où la vitesse de sustensation n'est pas très suffisante. A savoir que sur le Charles de Gaulle, qui ne dispose que de catapultes de 75 mètres, la charge maximale autorisée est de 22 tonnes au lieu de 24,5 tonnes pour les Rafale R, C ou B. Mais on peut utiliser le ravitaillement en vol pour compléter les 2,5 tonnes de carburant qui manquent avec une nounou. La nounou, c'est un Rafale pouvant décoller en configuration avec une nacelle de ravitaillement en vol pour compléter les pleins. C'est 4,7 tonnes de carburant interne, plus 2 réservoirs de 1000 litres et 2 réservoirs de 1250 litres, plus quelques centaines de kilos sur la nacelle de ravitaillement Narang. Ça nous fait quand même un avion de 22 tonnes à lancer, donc près de 10 tonnes de carburant, donc la capacité autorisée maximum au décollage. De quoi transférer 2 tonnes de carburant à une patrouille de 4 Rafales qui auraient décollé. Donc ça pose déjà quelques limitations opérationnelles si le porte-avions opère seul, sans support d'autres avions comme les avions ravitailleurs Phoenix de l'armée de l'air ou d'autres pays alliés qui sont souvent utilisés lors d'opérations. Sur un avion à tremplin, et en admettant en théorie qu'on diminue la masse maximale de 25%, on tombe à 18 tonnes pour un Rafale. Et quand je dis en admettant, il faudrait voir quels seraient les scénarios, la longueur de pont utilisée, la température de l'air, etc. Et ce sont des données dont je ne dispose pas, et c'est pour cela qu'on va rester avec ce théorique. Mais des essais ont été faits à Goa, en Inde. On ne dispose d'ailleurs pas d'images d'essais des Rafales, et seulement des images en vidéo de Super Hornet, pour se donner une idée. Mais pour le Rafale, on a vu des photos avec des configurations diverses, pas ridicules du tout, comme une configuration RR avec 2 réservoirs de 2000 litres, ou alors une autre avec un missile anti-navire Exocet en point central de fuselage. Mais ce sont des essais à terre.
Un navire, ça avance et ça crée du vent relatif. Ajouté au vent naturel, ça compte beaucoup. Donc oui, on ne verra jamais des configurations comme ça, à partir d'un porte-avions à tremplin, mais on ne la verra pas non plus sur une conf partant du Charles de Gaulle. Depuis un navire plus gros avec une catapulte plus longue? Pourquoi pas? Donc si on résume, si une marine déploie un avion capable d'opérer indifféremment depuis un porte-avions Catobar ou un porte-avions Stobar, et en considérant que les navires fassent la même taille, c'est facile à comparer puisque les deux Stobars indiens font quasiment la même taille et la même masse que notre Charles de Gaulle. Tiens, ouverture de parenthèse. Eh, mais tu piques le concept à Bruce, là! Non, alors ouverture finalement de deux parenthèses. Car oui, j'ai piqué le concept à Bruce, et alors? C'est tellement plus pratique les parenthèses pour parler d'un sujet sans s'emmerder à trouver un fil conducteur qui mène naturellement. Donc voilà les deux PA indiens. A noter que le second est plus petit que le premier. Étonnant, non? Mais comme le premier était une adaptation d'un croiseur porte-aéronef de la classe Kuznetsov, pas super adapté aux besoins de l'Indian Navy, le second n'avait pas besoin d'être aussi long ni lourd. Il est donc légèrement plus petit, 262 mètres au lieu de 284, il est aussi légèrement plus léger, à 43 000 tonnes au lieu de 44 500. Par contre, il est beaucoup mieux optimisé malgré une taille plus réduite, le pont est plus large et l'îlot est plus petit et décentré sur l'extérieur. Surtout, les ascenseurs sont tous deux à l'extérieur. Donc on peut dire que le nouveau bateau indien est quand même mieux taillé pour les opérations plus soutenues. Avec un Catobar, une fois qu'on a passé le cap de l'acquisition des catapultes, faut pas le nier ça, c'est une grosse question de maîtrise technologique, de coût et ou de souveraineté si on décide de l'acheter à l'étranger, eh bien on a une aéronavale capable d'envoyer beaucoup d'avions, rapidement, pour faire n'importe quel type de mission, que ce soit des missions de combat aérien, de strike à longue distance, anti-navire, etc. Il n'y a virtuellement aucune limitation. Et on peut envoyer plusieurs bordées par jour. Si vous avez un Stobar, vous avez un navire plus simple, moins cher. Vous avez une limitation dans le nombre d'avions que vous pouvez lancer à cause de la place que prennent les manœuvres sur le pont. Je parle de navires de taille équivalente, je reviens dessus juste après. Vous pouvez lancer moins d'avions, et ces avions sont légèrement moins chargés. La question de l'avion radar reste en suspens. Je ne suis pas persuadé qu'il soit impossible de faire décoller un Hawkeye du pont d'un Stobar. Après tout, les Américains ont déjà testé le C2 Greyhound, dont l'avion sert de base à celle du Hawkeye, sur un tremplin à terre. Alors, pourquoi pas après tout? Bon, vous vous souvenez que j'étais un brin moqueur avec les Anglais. Un brin, vous l'avez? C'est nul! Ils ont fait tous les mauvais choix possibles. Nos amis britanniques avaient décidé d'avoir des petits porte-aéronefs avec des avions en décollage court. Les opérations de la guerre des Malouines les a fait revenir en arrière. Alors pour les prochains navires, ils se sont naturellement rapprochés des Français. Sauf que nous, on ne savait pas où on allait pour mettre un second porte-avions dans notre inventaire afin d'avoir une permanence à la mer. Un coup j'y vais, un coup j'y vais pas, et on a mis des centaines de millions dans des études en commun qui n'ont jamais rien donné. Surtout, nous, on voulait du nucléaire, ce que les Britanniques ne voulaient pas. Là aussi, on a fait un coup oui, un coup non. Bon bref, on n'est pas tout blanc dans l'histoire non plus. Mais nous, on a le Charles de Gaulle. Et eux, ils ont fini par faire deux énormes porte-avions, aéronefs. Ils ont une surface de pont de plus de 50% plus importante que celle du Charles de Gaulle, donc potentiellement, ils peuvent avoir un rythme de sortie plus important. Mais ils ont décidé de ne pas y mettre de catapulte. Et le débat fut très intense. Un coup je commande du F-35, un coup du B, et finalement, peut-être que Rolls-Royce, qui est très impliqué dans la motorisation du B, y a été un petit peu de son lobby. Parce que si on met l'histoire de la catapulte de côté, nos amis britanniques, ils auraient pu tout simplement mettre des brins d'arrêt et opérer des F-35C. Ils auraient eu des avions beaucoup plus capables que les F-35B, qui ont quand même beaucoup de limitations par rapport à la version C du F-35. Et surtout, ils auraient pu mettre des Hawkeye, là où ils se limitent à une espèce de Merlin radar qui est vraiment pas du tout adapté. Et d'ailleurs, entre les F-35B et les F-35C, même dans la famille des F-35, il y en a qui sont pires que d'autres. Les Japonais ou les Italiens ou même l'US Marine Corps, ils ont des bateaux pour repérer des F-35B, mais ils sont beaucoup plus petits. Donc au lieu de faire 2 gros bateaux, ils auraient pu en faire 3 plus petits, voire 4, pourquoi pas. Alors quelle est la logique d'avoir fait de si gros navires pour avoir une capacité opérationnelle si limitée? Je comprends pas.
Ça n'a aucun sens. Bon sang, les mecs, ils avaient la marine la plus puissante du monde un temps. Et comme je l'ai dit, ils ont tout inventé en termes d'aéronaval. Et ils finissent avec un gros bateau mal équipé pour lancer des avions limités faits pour être lancés depuis des petits navires. Ça fait plouf leur truc. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, alors vidéo un peu décousue, mais punaise que c'est dur de rester concentré sur un fil conducteur, sur un sujet aussi passionnant. D'ailleurs, j'espère que vous aurez appris plein de trucs. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de lire des commentaires de gens qui me disent qu'ils ont appris des choses et que c'était intéressant. Parce que oui, je lis tous les commentaires. Allez, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos liées au F-35. Encore? Et oui, mais j'avais dit que je les ferais. Une première pour répondre à une question qui avait été posée plusieurs fois sur ma dernière vidéo sur le jailbreak du F-35. Et comment ils font les Israéliens alors ? L'histoire elle est super intéressante et je vais faire une courte vidéo sur le sujet. Et aussi, il faut que je vous fasse un point sur l'état du programme actuel du F-35 car le rapport du DOTI est sorti et étonnamment, très peu de personnes l'ont commenté. Et il y a d'autres rapports aussi qui sont tout aussi instructifs, qui n'ont pas été commentés non plus. Et comme d'habitude, vous pouvez poser des questions si vous voulez que j'intervienne sur d'autres sujets. Allez, bonne continuation à tous et à la prochaine!